Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je poursuis. Ah ouais, en tout cas, je ne verrai plus du même angle cette collection-là de Nelson. Le 302e de la collection. Je ne prendrai pas de répit grâce à cette vidéo, car Henri Ardel n'est pas un académicien. Mais Henri Ardel non plus n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Berthe Abraham. Alors, encore une autre femme qui a usé d'un pseudonyme pour pouvoir se faire accepter par les gens de lettres et le public. Quand on regarde ça, on se dit, ouais, que de chemin parcouru, heureusement. Alors, Berthe Abraham, elle est née en 1863, elle est décédée en 1938. Ce qu'on dit d'elle, c'est qu'elle a écrit des romans sentimentaux destinés à un public féminin et qu'elle appartient, que c'est une écrivain bien pensante, appartenant au catholicisme. On lui doit une trentaine de titres et celui-ci, seul, est paru en 1929 et ça raconte les tribulations d'une orpheline qui doit se débrouiller seule dans un monde où les femmes dépendaient des hommes pour assurer leur subsistance. Heureusement, nous n'en sommes plus là. Alors, elle a remporté en 1934 pour cœur sceptique, elle a remporté le prix Montillon, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, un prix décerné par l'Académie française qui visait à récompenser trois types de pas d'œuvre, parce que le premier, c'est un prix de vertu. Peut-être c'est ce prix-là qu'elle a remporté. Le deuxième, c'est un prix littéraire. Et le troisième, c'est un prix scientifique. Et ce fameux prix Montillon-là est toujours décerné, encore aujourd'hui. Alors, Montillon, un riche personnage, mécène, qui a fui au début de la Révolution française et qui est revenu au début de la Restauration. Et qui, un an avant de mourir, a créé ce prix Montillon. Alors, elle va être courte celle-ci, parce que hier, on s'est couché tard, Fabien et moi. On a été voir le plus récent film de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain. Navet absolu d'une. En fait, tout part d'une réflexion qu'un riche milliardaire français a faite à Arcand, c'est qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour réussir dans la vie. Et que même l'intelligence est un handicap. Et c'est à partir de cet énoncé que ce navet se déroule. Alors, c'est un jeune diplômé en philosophie, un docteur en philosophie, un benet, dont la vie sentimentale est navrante, la vie sexuelle également, et qui, malencontreusement, à la suite d'une tuerie entre gangsters, trouve des millions de dollars. Et tout est invraisemblable là-dedans. Il demande à un Hells qui suit des cours en administration et qui est en liberté surveillée de venir l'aider à gérer cette fortune soudainement tombée du ciel. Oh, écoutez, la prostituée, la fameuse compagne d'Aristote, ouais, écoutez, qui a un site avec des citations de Corneille, de Racine, et, et là, toute la critique s'est extasiée. La critique des, des moutons avec des crocs de loup. Et à dire, les critiques ne tiennent pas vraiment compte en général euh, de l'objet lui-même de la critique. Donc, au niveau cinématographique, dans le cas des livres, il y a trop de livres qui paraissent, les critiques ne peuvent pas suffire à la tâche. Mais dans le cas des films, un film, ça dure 90 minutes, 120 minutes, tout au plus. Alors, ça se fait critiquer un film, ça se fait plutôt aisément.
Et avant de se mouiller, eh ben, les critiques en général vont prendre la température chez d'autres critiques, savoir ce qu'ils en ont pensé. Et en fait, le jeu se joue non pas se joue entre critiques, finalement. C'est les pairs qui comptent et non pas ni le public, parfois les producteurs. Dans le cas d'Arcan, qui s'approche des 80 ans, qui est une institution vénérable, eh bien, évidemment, chacun marche sur des œufs. Hein? Euh, en tout cas, bref, on a détesté ça, on a trouvé que c'était tous les clichés y étaient. Si on le déconstruisait plan par plan, euh, il y a quelques bons moments de rigolade, mais ça, c'est la moindre des choses. Euh, des traits d'humour prévisibles, des répliques, vaut mieux pleurer dans une Porsche que de pleurer dans les transports en commun. C'est d'une banalité. C'est d'une banalité, c'est ringard, c'est vieillot. Non, franchement, là, j'ai dit combien j'avais détesté Hochelaga, Terre des âmes. Je l'avais trouvé racoleur. Celui-ci, racoleur également, mais bas de gamme, du racolage de bas de gamme. Tandis que l'autre, ça avait des visées autrement plus. Et puis, ce qui est navrant dans ce foutu film-là, c'est relativiste au maximum, c'est que même les bonnes personnes, devant un paquet de pognon, ben, deviennent des ordures comme les autres. Parce que ils ont beau servir la soupe et puis du pain rassis à des misérables. Le bénévolat aussi, il faudrait voir les raisons qui poussent quelqu'un à faire du bénévolat. C'est pas toujours sympathique non plus ce qui se passe dans les milieux communautaires. En tout cas, il fait trop chaud. Vous savez comment on est dans une période de canicule. Alors, je vais conclure en vous lisant une page. Je ne vais pas vous accabler plus longtemps. Parce que ce livre-là, on le sait, il est mauvais. Alors, un autre auteur qui flotte dans les limbes, c'est fou, hein? Si on faisait un film d'horreur sur tous les auteurs qui flottent dans les limbes, ben, écoutez, The Think de Carpenter nous semblerait une aimable plaisanterie. Alors, la promenade dans les limbes, là, le flottement dans les limbes, je peux même pas vous dire que je suis content que ça achève. Je me doutais bien que c'était aussi pire que cela. Mais bizarrement, je vais finir avec Arcan puis ça. Eh ben, je suis convaincu qu'une bonne partie du travail d'Arcan, si notre civilisation survit encore 50, 60, 70 ans, ce qui est, je dirais pas improbable, mais en tout cas, qui est hypothétique, assurément, eh bien, ce serait comme les livres de la collection Nelson. Ça aurait terriblement mal vieilli. Et ces auteurs-là, là, ils ont tous eu énormément de succès. Ils ont eu des prix, ils ont été renommés. Ils écrivaient dans les gazettes. Leur jugement était redouté. Leurs mots d'esprit étaient répétés. Ils faisaient la pluie et le beau temps. Là. Et aujourd'hui, néant absolu, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. En fait, ont-ils déjà existé? Vraiment. Je ne vais pas... Ouais. Je tombe sur des passages. Retenez, on va y aller avec ça. Lui aussi souriait. Ne craignez rien, certes. Le seul désir de ne pas être importun suffirait à me rendre silencieux. Mais pour ma propre jouissance aussi, je deviendrai lèvres closes dès que les sons parleront la langue divine. Avez-vous été au dernier concert de Cologne? Oui, où on y a donné des œuvres qui, merveilleusement exécutées, mettent de la folie au cœur, même dans les vieux cœurs comme le mien, qui devaient être assagis. Ah,
Rien ne fait plus adorablement déraisonner que la musique. Votre sagesse ne le reconnaît-elle pas, madame, même sans l'avoir expérimenté? Guylaine se mit à rire. Ma sagesse est comme moi. Elle adore la musique et pleine de confiance en elle-même, elle s'accorde sans scrupule le luxe du rêve quand les sons lui murmurent toutes ces choses que les mots ne sauraient exprimer sans les déflorer. Il allait répondre. Elle l'arrêta avec un léger sourire car le violoniste commençait une mélodie chaudement colorée que reprit bientôt la voix de la chanteuse. L'œuvre était originale, presque trop pour la plupart des oreilles qui l'entendaient ce soir-là, mais l'exécution en était si parfaite que des applaudissements enthousiastes accueillirent le nom de l'auteur, un jeune compositeur hongrois, que la chanteuse jeta comme un cri de triomphe de sa belle voix de contralto. De Chartres, qui, près de Guylaine, avait écouté tout vibrant d'émotion artistique, se pencha vers elle avec le désir qu'il eût partagé son impression. N'est-ce pas là une véritable œuvre de jeune? Quelle passion et quelle couleur y a mise ce garçon! Sachant par expérience combien elle le comprenait, il se laissait aller à causer avec elle, l'entraînant dans la vivacité de sa conversation, évocatrice d'impressions, de pensées, de sentiments multiples. Intéressée, elle répondait, l'esprit en éveil, très charmeuse sans le chercher, toute à la jouissance délicate de sentir sa pensée voler haut avec une autre qui l'entraînait souverainement. Ouais. Alors, Henri Ardel, le 302e de la collection, seul paru en 1929. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Fabienne Rock. Vous voyez ici une œuvre de Fabienne Rock. Je vous invite également vous pouvez venir à la librairie, justement, si vous avez envie de nous rencontrer, Fabienne et moi, et d'aller admirer ses œuvres au 2319 rue Bélanger. Et vous pouvez également nous téléphoner dans le 514-736-0999. Merci, à demain, on poursuit. On en a encore, j'en ai encore vu le l'infime audience de cette série, bien fait pour moi, vidéo sur la collection Nelson. J'en ai encore pour une semaine, 8 jours en fait. 8 jours. 8 jours encore. Ma boîte est. J'ai constaté que j'avais des doublons. Il y a encore du Henri Bordeaux. Je sais qu'il y a du Anatole France. Peut-être Anatole France, je vais lui consacrer 2 vidéos. On me dit, de bons lecteurs me disent qu'Anatole France ne mérite pas le sort que la postérité lui fait. Alors, mais je sais qu'on m'a confié une citation, je ne sais si elle est vraie, si elle est apocryphe ou réelle, d'Anatole France, que je me plais à servir à volonté à tous ces gens qui se désolent d'avoir trop de livres dans leur bibliothèque. Eh bien, une bonne bibliothèque, c'est 10% de livres lus. Et là, j'ajoute, Anatole France en possédait 100 000. Donc, il en avait lu 10 000. Un sacré lecteur. Alors, une bonne bibliothèque. Alors, ne vous désolez pas que vos bibliothèques sont remplies de livres que vous n'avez pas ouverts. Avoir une bonne bibliothèque, selon Anatole France, c'est ça. 10% de livres lus. Merci, bonne journée à tous. Et si vous jugez que vous êtes trop intelligent pour réussir dans la vie, eh bien, quelques bons coups de marteau, là, rendez-vous bien débile. Comme ça, vous allez pouvoir vous mettre à niveau. Enfin. Merci, bonne journée.